Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Louis Cohen et le Collège de France de m'inviter à venir ici. Je remercie également Panos Mandiaras et le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère. Comme Jean-Louis vient de le dire, en tant que chercheur, je travaille depuis 15 ans au Japon, en collaboration avec plusieurs universités japonaises. Et je suis actuellement responsable d'un centre de recherche en sciences humaines et sociales, le centre de l'École française d'Extrême-Orient à Kyoto. Vous voyez justement ici une photographie de ce bâtiment qui a été inauguré cette année et qui vient d'être récompensé par la Fondation Holcim. Alors, pour ce séminaire sur l'architecture entre pratique et connaissances scientifiques, Jean-Louis m'a demandé de parler des problématiques de la recherche en architecture au Japon, en précisant, et je te cite, Jean-Louis, si tu me le permets, que l'enjeu serait de présenter quelles sont les positions aujourd'hui et ce qui s'échange entre le monde, toujours un peu clos, de l'architecture, et les autres disciplines et champs du savoir. Alors, c'est une question extrêmement complexe, pour laquelle je ne pourrais pas répondre de manière exhaustive aujourd'hui. J'aurais souhaité vous présenter l'état de la recherche en un coup d'œil, comme on essayait encore de le faire au XVIIIe siècle, avec ce dessin illustrant l'arbre de la connaissance à partir des savoirs présentés dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Depuis ses racines terrestres, les branches de cet arbre se développent selon les trois facultés de l'entendement, c'est-à-dire la mémoire à laquelle se rapporte l'histoire, la raison, d'où émane la philosophie ou science, et l'imagination, d'où naît la poésie et ce qui est fiction. Alors, c'est de ce côté de l'arbre, l'imagination, que pousse l'architecture, où l'art de construire se divise en architecture civile, militaire et navale. L'architecte est ici défini comme quelqu'un qui n'imite la nature qu'imparfaitement par la symétrie de ses ouvrages. Alors, autant dans la définition de ce qu'est un architecte que de ce qu'est l'architecture, il serait extrêmement difficile aujourd'hui d'arriver à un schéma aussi simple. Si l'on ne considère que l'influence des sciences humaines et sociales sur la recherche en architecture, on peut déjà observer que la production de connaissances est très variée. Alors, j'ai pris le parti d'orienter mon propos entre la pratique et la recherche, en considérant que les échanges entre ces deux pôles sont essentiels pour leur succès. Alors, en parlant du Japon depuis une trentaine d'années, l'architecture japonaise contemporaine a été particulièrement célébrée. De nombreux architectes ont reçu le prix Pritzker, donc là, vous les connaissez tous, évidemment. Et je pense que ce succès est dû à plusieurs raisons. Premièrement, le Japon est un pays où l'on construit beaucoup, et pas seulement à cause des destructions causées par les catastrophes naturelles, mais grâce à des mesures politiques et économiques particulièrement propices à la construction. Il faut savoir que le secteur du bâtiment emploie plus de 10% de la population en âge de travailler. Donc c'est 2 fois plus que la France, 5 fois plus que la Grande-Bretagne. Il y a également une raison technique. Les entreprises de construction ont su à la fois conserver la pratique traditionnelle des ateliers de charpenterie et s'adapter aux nouvelles technologies. Qu'il s'agisse d'architecture en bois, en acier, en béton, les entreprises japonaises, même les petits ateliers de charpenterie, font un travail de grande qualité. Alors, c'est ce dont j'ai pu me rendre compte sur le chantier du centre de l'EFEO, sur lequel j'ai eu la chance de collaborer avec Manuel Tarditz, que vous devez connaître, et de bons charpentiers. J'ai été très impressionné par ces découpes très précises qui reprennent des techniques anciennes, aujourd'hui largement industrialisées. Alors,
il me semble qu'il est important de valoriser ce travail en conservant notamment les manuels de charpenterie, comme ce livret qui appartient au musée Takenaka. La troisième raison de ce succès des architectes japonais est due au système éducatif et à l'enseignement universitaire de l'architecture, et c'est donc sur ce point que j'insisterai aujourd'hui. Alors, sans trop rentrer dans les nombreux détails, parlons d'abord de comment s'organise cette recherche au Japon. Une grande partie de la recherche en architecture est menée dans les facultés d'ingénierie des universités nationales, publiques et privées. Selon un système éprouvé depuis la fin du XIXe siècle, les doctorants présentent leurs recherches lors de conférences organisées par l'Institut d'architecture du Japon, qui a été créé en 1886. La mission de cet institut est la diffusion et la promotion des sciences, des arts et des techniques de l'architecture. Depuis plus d'un siècle, l'Institut a composé des archives, notamment cette collection de photographies des ères Meiji et Taisho, donc de 1868 à 1926. De cette collection, on peut notamment dresser un panorama du paysage architectural de la première modernité japonaise. Alors, vous voyez ici le premier magasin, donc c'est une papeterie, une banque, une prison, ça va parfois ensemble, l'hôtel impérial construit par Frank Lloyd Wright, la gare de Tokyo, un bureau des postes, télégraphes et télécommunications, un nouveau sanctuaire Shinto, comme ils s'en construisaient au début du siècle, un grand magasin, un pavillon d'exposition. Alors, l'Institut est aujourd'hui une fondation composée d'environ 35 000 membres actifs, qui payent leurs cotisations, on va dire, principalement des architectes, des ingénieurs et des chercheurs affiliés à des universités. On y publie des ouvrages de référence techniques sur les standards constructifs, des manuels d'histoire et une demi-douzaine de revues périodiques. Dans le système universitaire japonais, tout doctorat doit être composé à partir de publications soumises à l'Institut d'architecture. Dans les revues mensuelles, les articles sont formatés de manière très dense, en moins de 8 pages, mais sur une année, un journal, comme celui de droite, le Journal of Architecture and Planning, forme un bulletin d'environ 3000 pages et permet d'avoir un aperçu de l'état des recherches en cours. Alors, d'une manière générale, pour répondre aux enjeux de la société, les projets de recherche sont liés à l'évolution du modèle urbain, à la construction durable et à la conservation du patrimoine ancien, mais aussi moderne. Certains projets, évidemment, englobent ces trois aspects. En ce qui concerne le patrimoine monumental, il est dans l'ensemble plutôt bien conservé, surtout quand les biens sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou lorsqu'il s'agit de bâtiments gérés par des écoles bouddhiques assez fortunées. En revanche, l'habitat domestique n'est absolument pas protégé et les maisons en bois sont rapidement détruites sous prétexte souvent qu'elles propagent les incendies. Pour l'architecture moderne, de nouvelles mesures viennent d'être prises par le ministère de la Culture qui a débloqué depuis 2012 des fonds importants pour archiver cette architecture. Alors, un des responsables de cet archivage est le professeur Yamana Yoshioki, qui, comme Jean-Louis le sait, a beaucoup œuvré pour le classement des œuvres de Le Corbusier dans le patrimoine de l'UNESCO. Ce travail est actuellement réalisé également dans des fondations privées, par les bibliothèques et les musées universitaires, comme le musée de l'Université des arts industriels et textiles de Kyoto, qui est dirigé par Matsukuma Hiroshi, et qui organise de nombreuses expositions sur le mouvement d'architecture moderne au Japon. Alors, si l'on consulte les dernières publications de cet institut d'architecture, on peut distinguer les grandes tendances actuelles des projets de recherche.
Premièrement, on l'imagine, de nombreuses études sont liées à la prévention des désastres, et cela est évidemment lié aux positions prises par l'Institut d'architecture en collaboration avec les différents corps des professions du bâtiment après le grand tremblement de terre dans le nord-est du Japon en 2011. Alors, ces déclarations, ces positions, donc, je vous en montre quelques extraits. Retourner aux origines de l'architecture, que faire pour l'architecture et l'environnement urbain, et plus récemment, une convention signée par les 30 associations qui ont travaillé sur le terrain depuis 2011, convention pour partager ces résultats de recherche. Alors, depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui, des études sont publiées à un rythme soutenu. Ce n'est évidemment pas un sujet d'études nouveau. Ces études ont toujours été très importantes, notamment dès 1923 et le grand tremblement de terre de la région du Kanto. Les architectes et les laboratoires de design organisent des ateliers dans ces régions et aident à construire des espaces communautaires, comme notamment les fameuses maisons pour tous. Donc ça nous rappelle autre chose, celle-ci étant dessinée par Ito et plusieurs jeunes architectes japonais. D'autres recherches, donc ça c'est des extraits de publication, portent sur l'évolution des comportements, les dispositifs mis en place pour le relogement et évidemment pour la prévention de futurs désastres. Alors un autre champ d'études très développé est lié aux études de terrain en Asie. Parmi les pays asiatiques, les anciennes colonies japonaises d'Asie orientale sont toujours très étudiées, autant par les historiens que par les urbanistes. Alors, ici, je vous présente juste quelques pages d'une étude réalisée par un doctorant chinois du laboratoire de Kuma, qui utilise le concept d'affordance pour étudier la ville de Shanghai. Il y a évidemment un intérêt économique, car les entreprises japonaises sont très présentes, notamment en Chine, dans le sud-est asiatique et en Indonésie. Dans le domaine des sciences historiques, le laboratoire de Fujimori, Fujimori Terunobu, a mené de nombreuses recherches sur l'architecture au Japon, l'architecture moderne au Japon et en Asie orientale. Alors, à l'université, Fujimori a aujourd'hui atteint l'âge de la retraite et il est maintenant surtout connu pour ses pavillons de thé. Vous le voyez ici en compagnie Fujimori en compagnie de Ito, qui est aussi originaire de la même région. Les études transnationales sur le patrimoine moderne asiatique sont donc devenues un courant majeur de l'histoire de l'architecture. Muramatsu Shin, qui a travaillé avec Fujimori, est à l'origine de la création d'un réseau asiatique qui recense l'architecture moderne en Asie et organise des ateliers sur place. Alors, d'abord spécialiste de la Chine et de l'Asie, de l'architecture asiatique, Muramatsu a récemment mené un projet sur les mégalopoles mondiales en collaboration avec plusieurs institutions nationales et internationales. Il est intéressant de voir que parmi les chercheurs collaborant avec ce laboratoire de Muramatsu, sur des projets en Asie, comme pour cette recherche comparative sur Tokyo et Jakarta entre 2010 et 2050, certains chercheurs réalisent également des projets sur place. C'est le cas de ce projet réalisé dans un quartier défavorisé de Jakarta qui s'est développé le long d'une ancienne ligne de chemin de fer. Le projet, donc financé par quelques entreprises japonaises et le support d'universités japonaises et indonésiennes, vise à créer des structures inexistantes, ici une bibliothèque et salle d'études pour enfants, qui sont ensuite améliorées par les habitants. Donc en fait, ces architectes proposent un squelette qui va ensuite être rempli par ses habitants. Il s'agit aussi d'un projet primé par Holcim en 2014. Parmi d'autres publications sur l'Asie, le laboratoire de Funo Shuji a étudié l'urbanisme asiatique
à différentes époques, notamment dans les anciennes colonies hollandaises et dans certains pays comme ici en Chine, donc avec un de ses doctorants chinois. Funo est par ailleurs un auteur qui ne craint pas la polémique et vient de publier en janvier 2015, donc c'est tout récent, un ouvrage intitulé « La formation du paysage », le paysage sans goût, en fait, on dirait plutôt le paysage mortel du Japon, donc il y a un jeu de mots, dans lequel il considère que si la récente catastrophe nucléaire qui a touché le Japon a tué son paysage, il faut s'interroger sur ce qui était vraiment ce paysage, de quoi et comment il était fait, et sur les mesures à prendre dorénavant pour ne pas reproduire ce paysage mortel. Dans le domaine traditionnellement assez conservateur des études historiques sur le Japon, des chercheurs comme Inoue, Shuichi de son prénom, ont choisi de prendre des positions inédites. Premièrement, Inoue essaie de désacraliser, on dit aussi démystifier l'histoire, l'historiographie de l'architecture japonaise. Il consacre des études sur les mythologies inventées des grands monuments, sur la Villa Katsura, le Horyuji ou le sanctuaire d'Issei. Il a également étudié l'architecture pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc dès 1980, et comme il le revendique, sur tout ce qui n'est pas documenté par les historiens, c'est-à-dire l'architecture des prisons, des postes de police, des cabarets, des motels, des love hotels comme ici, qui font souvent preuve de beaucoup de créativité. Alors revenons maintenant un peu en avant dans l'histoire, avant d'affronter le futur. L'étude qui a fait l'objet du premier doctorat en architecture, soutenu en 1898 à l'Université impériale de Tokyo, portait sur le monastère du Horyuji, qui est la plus vieille construction en bois existant au monde et datant du 8e siècle. Son auteur, Ito Chuta, que vous voyez ici dessiné par lui-même, a profondément marqué les études d'architecture en étant le premier architecte à étudier l'architecture japonaise puis orientale, et aussi en définissant l'architecture comme un domaine dépendant du monde de l'art, de l'esthétique, et non pas seulement de la seule construction. Il est également l'auteur de la première étude théorique en architecture intitulée « Philosophie de l'architecture » en 1892. Alors aujourd'hui, les laboratoires de conception architecturale sont des lieux où l'on réalise surtout des concours, mais où l'on a souvent recours aux sciences humaines, notamment la philosophie et l'anthropologie, même si leur usage n'est pas toujours jugé très orthodoxe. Alors, pour ce que j'en connais dans les universités où j'ai étudié, à Kyoto et à Tokyo, alors j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour rendre hommage d'abord au professeur Takayama, qui m'a accueilli en 1999, mais que vous voyez ici, donc avec une personne que vous avez sûrement reconnue, Aldo Rossi, présent en 89 au Japon. Alors, les étudiants en architecture ont beaucoup lu, comme partout, j'espère, Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard, Barthes, ainsi que les travaux de phénoménologie. Dans les années 1980, l'architecte Kato Kunio, donc qui a accueilli de nombreux chercheurs français, a traduit Norbert Schulz, et son prédécesseur, Masuda, professeur Masuda, avait été l'un des premiers à rédiger une étude anthropologique pour son doctorat sur, donc le titre, La structure primitive de l'espace architectural en 1955. Auparavant, avant la guerre, on lisait beaucoup Marx et Engels. À l'université de Tokyo, des personnes comme Tanguay ont justement passé leurs premières années d'étudiants à lire Le Capital, puis ils sont passés à Heidegger. De Marx, Tanguay a gardé un goût pour une pensée globale et ses premiers grands projets urbains s'en ressentent. Alors, le plan pour Tokyo, très connu, qu'il réalise au sein de son laboratoire et qu'il présente à la télévision sur la NHK en janvier 1961, à une heure de grande écoute. Ce plan avait pour ambition de résoudre le problème de la croissance urbaine en construisant sur la mer
et surtout en contrôlant cette croissance à l'aide de grands projets d'architecture, de grandes formes collectives. De cette époque profondément optimiste, la ville japonaise n'a hérité que d'un réseau d'autoroutes surélevées, mais son développement n'a pas été contrôlé par de grands projets urbains gouvernementaux. Au contraire, c'est le secteur privé qui a largement transformé les grandes villes. Les projets urbains de Tanguay se sont surtout développés à l'extérieur du Japon, et dans son agence japonaise, on a principalement réalisé des projets commerciaux, des tours de bureaux et des hôtels, comme vous le voyez sur cette image du quartier de Shinjuku, donc avec l'hôtel de la métropole de Tokyo, l'hôtel de la métropole, on va dire la mairie, et un hôtel, Hyatt en l'occurrence. Alors, cette maquette prouve que jusqu'à récemment, les promoteurs se lançaient encore dans des projets de villes verticales, comme on le voit sur cette maquette réalisée en 2003 par l'entreprise Mori, qui permet d'avoir, comme le disait l'exposition, Tokyo à ses pieds, et de montrer également, sur d'autres dessins, comme celui-ci, comment rendre la ville plus compacte en réalisant des tours mixtes. Mais aujourd'hui, le Japon est confronté à un tout autre problème, un problème démographique de grande ampleur. Comme vous le voyez sur ces prévisions, donc on voit la population du Japon va fléchir de manière drastique dès cette année. Alors, cela commence à être un problème dans les universités, où le nombre d'étudiants est en baisse constante. À tous les niveaux, cela a un impact sur la profession d'architecte, et plusieurs laboratoires d'architecture et d'urbanisme ont commencé à réfléchir à ce problème de décroissance urbaine. Je ne citerai, pour finir, qu'un seul exemple. Depuis le début des années 2000, le laboratoire d'Ono, Hideyoshi, à l'université de Tokyo, a réalisé une étude intitulée Tokyo Fiber City 2050. Cette étude a fait l'objet de nombreuses publications. Bon, en France, elle a été étudiée notamment par Corinne Thierry. Comme l'avait fait Tanguay avant lui, selon une tradition moderne de planification urbaine plutôt corbuséenne, Ono imagine Tokyo en 2050, lorsque la population du Japon aura décru de 30%. À l'inverse du projet de Tanguay en 1960, qui prévoyait une haute croissance et une conquête de la baie de Tokyo, le projet du laboratoire Ono est fondé sur la conservation des grands réseaux urbains, les routes et chemins de fer qui relient la capitale aux villes périphériques. Alors, premièrement, en considérant qu'au sein d'un quartier, la majorité des déplacements se fait à 10 minutes à pied dans un rayon de 800 mètres, on propose de réaliser de nouvelles gares entre les gares existantes. Autour de la gare seraient concentrés les commerces et logements, tandis que les grands équipements se placeraient aux marges à 400 mètres de la gare, et à proximité des espaces verts nouvellement aménagés. Une deuxième proposition au sein du tissu urbain existant consiste à concentrer le développement le long des axes de circulation et à détruire les maisons abandonnées pour y créer des promenades vertes. Alors, c'est la vision la plus hygiéniste du projet. Ces maisons anciennes, souvent en bois, sont souvent jugées insalubres. Il faut savoir que dans une ville comme Kyoto, par exemple, environ 15% de ces petites maisons sont déjà vacantes aujourd'hui. Une troisième proposition de ce laboratoire est de conserver le réseau autoroutier comme ce qui serait alors considéré comme un patrimoine de l'époque moderne. Plutôt que de détruire ces espaces, on propose de les réaménager. Plusieurs propositions d'aménagement urbain sont envisagées sur les canaux et également dans les zones commerciales en déclin.
Par exemple, dans ces rues couvertes, ces arcades commerciales, qui regroupent des petits commerces, ce qu'on appelle les shotengai, le laboratoire Ono propose de diversifier les activités et de les transformer en jardins sous serre. Alors, pour ces projets et études urbaines, le laboratoire Ono s'appuie sur des statistiques et des projections économiques, comme le faisait déjà le laboratoire Tanguay en 1960. On peut imaginer que les générations futures regarderont ces projets avec un certain plaisir en 2050, mais avant cela, il faudra que la recherche architecturale et la recherche en général soient davantage soutenues qu'elle l'est actuellement, et que ce soutien vienne également de l'industrie, du secteur privé, des grandes entreprises de construction qui sont les principaux acteurs de la transformation de l'environnement. Alors, je finis sur une photographie du quartier historique de Gion à Kyoto. Juste une remarque, le tourisme est aujourd'hui le premier secteur économique de cette ville. C'est une opportunité également pour les chercheurs et les architectes, dont je pense on reparlera. Et je vous remercie pour aujourd'hui.